Bonjour et bienvenue. Donc on accueille aujourd'hui Fanny Demier. Coucou Fanny. Coucou Robina. Donc je suis très heureuse de t'accueillir Fanny parce que nous avons toujours des échanges hyper riches. Donc tu fais partie en ce moment de ma formation Alchimie intime intégrale et également tu as ta propre spécialité, ta propre expertise. Donc tu es kinésithérapeute depuis 25 ans. Tu es également sexologue et donc du coup l'idée aujourd'hui de l'échange ensemble c'est de croiser les regards, de vraiment mettre en commun ces deux approches parce que c'est ça qui me semble important. Donc à la fois ce que le monde médical peut apporter sur cette thématique, à la fois comment est-ce que ça peut aller à la rencontre aussi d'une autre approche qui va être plus basée sur la présence, sur la conscience et donc du coup c'est vraiment l'idée de cet échange aujourd'hui. Alors Fanny, j'ai dit que tu étais kinésithérapeute depuis 25 ans, que tu es également sexologue, donc tu as fait un DU de sexualité. Tu as également fait tout un tas de formations autres. Tu t'es formée en hypnose également. Tu as une pratique de yoga. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur qu'est-ce qui t'a motivé en fait à aller chercher tout ça? Parce qu'initialement, donc tu avais ton métier, ton expertise, ta compétence. Qu'est-ce qui a fait que, donc d'une part, t'as ressenti le besoin d'aller faire d'autres formations, d'autre part, te spécialiser aussi en sexualité. Donc, ce que j'ai pas mentionné, c'est que tu travailles beaucoup avec des femmes qui vont souffrir de vaginisme, de dyspareunie. Donc, ça fait partie d'une grande partie des femmes qui viennent te voir. Quel a été l'élan en toi? Quel a été l'appel? Quel a été l'intérêt? Parce que ce que j'aime le plus dans l'échange qu'on a ensemble, c'est à quel point tu es passionné par le sujet. Et donc, je sais que tu lis beaucoup, tu te formes beaucoup parce que ça part d'un vrai intérêt personnel. Donc, qu'est-ce qui fait que tu t'es passionné pour ce sujet? Eh bien, en fait, étonnamment, je pense que je n'ai absolument pas eu d'élan, mais pas du tout. Ça a été un concours de circonstances et c'était des personnes que j'ai croisées et qui m'ont amenée sur une voie sur laquelle, au départ, je ne voulais pas forcément. Dans ma formation de kiné il y a 25 ans, il faut savoir qu'au niveau du périnée, il y avait rien. Mes livres d'anatomie, on avait 3 livres d'anatomie. Premier bouquin, c'était le membre sup, le deuxième, le membre inf, le troisième, le tronc. Et dans aucun de ces 3 livres, il y avait la musculature du périnée. Et c'est pas un seul muscle, le périnée, c'est plein de muscles. Bon, maintenant, il y a eu des rééditions et il y a effectivement 3-4 pages sur le périnée, mais donc il y avait vraiment pas grand-chose. Et sur la rééducation périnéale, dans mes études, je crois que j'avais même séché les cours, je crois qu'on avait 2 heures. Donc lorsque j'ai commencé mon exercice de kiné, c'était de la kiné classique, d'entorse de cheville, de lombalgie, voilà. Et je travaillais pour un kiné qui avait son cabinet, j'étais son assistante. Et un jour, il me dit oh, écoute, ça serait bien que tu fasses de la rééducation périnéale. Tu es une femme, je pense qu'il y a de la demande. Si tu veux, je te paye la formation et l'appareil et ça te dit. En fait, ça me disait pas du tout. Hein. Je voulais pas, moi, toucher des vulves. J'étais jeune kiné, je voulais pas. Et quand même, le côté business de ce kiné à l'époque dit si, ça va bien développer la patientèle, c'est une spécialité de plus et c'est tout frais payé. Vraiment, je t'assure, ça va être bien. Donc j'y suis allée, mais en fait, je voulais pas. Et donc j'ai commencé comme ça avec cette première formation où on utilisait, qui était très axée sur les troubles sphinctériens. Voilà, j'ai des troubles urinaires, j'ai une incontinence, je me fais pipi dessus dans certaines circonstances, et comment est-ce qu'on règle ça par du renforcement. Donc ça a été la première chose, mais absolument pas d'élan en fait. Voilà. Et en fait, au fur et à mesure de mon parcours, il y a différentes personnes qui ont fait des propositions et qui ont fait que j'y suis allée. Et une fois que j'y étais, en fait, c'était plutôt très chouette, tout simplement. Mais en moi, zéro élan. Et du coup, l'élan est né au fur et à mesure, puisque tu as continué à te former par ta propre initiative, le désir. Qu'est-ce qui a commencé à t'intéresser, en fait, au fur et à mesure que tu as commencé à travailler sur ces thématiques? Qu'est-ce que tu trouves Alors, intéressant aujourd'hui? Parce que tu continues constamment à lire, à te former. Enfin, tu vois, tu es une mine d'informations inépuisable tu apportes toujours plein de choses dans la formation. Tu as toujours des choses à partager. Donc, il y a quand même un élan, puisque sinon, tu n'irais pas chercher tout ça. je trouve que en fait, de travailler dans cette zone ou dans cette spécificité, c'est on voit vraiment quelle est la personne qu'on a en face. C'est très authentique, c'est très honnête et ça touche à l'intime évidemment et de ce fait,
c'est pas juste une structure froide, hein, c'est réparer une cheville, faire du renforcement de cheville, c'est très chouette, hein, mais c'est de la on répare et puis hop. Là, ça touche de quelque chose de beaucoup plus d'une autre substance en fait, de l'authenticité de la personne. On peut pas mentir, on peut pas masquer. On est obligé de vraiment faire avec qui est réellement la personne en face de nous. Et parfois même la personne ne sait pas qui elle est. Et c'est vraiment très chouette d'aller de plus en plus au cœur de cet humain. C'est l'humain qui m'intéresse. Et je crois que dans cette spécificité-là, c'est ça qui est passionnant. Je crois que j'aime beaucoup l'humain en fait. Mmh. Je sais pas si je réponds. Merci Fanny, parce que ça résonne ce que tu as partagé, parce que tout comme toi, moi c'est pas un choix, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Ionie, le bassin, c'est une grosse partie de mon univers. Mais comme toi, en fait, c'est pas quelque chose que j'ai choisi, c'est pas quelque chose où je me suis dit c'est passionnant, tu vois. J'ai pas été passionnée par le sujet depuis toujours. Et pour autant, tu vois, la réalité fait que aujourd'hui c'est une grosse partie de mon travail. Tu vois, j'ai massé pendant des années en intime. C'est une grosse partie de mes formations, de mes transmissions, etc. Donc, comme toi. Donc, il n'y avait pas d'intérêt initial, et pour autant, ça fait partie des sujets clés. Et moi, ce qui m'a motivé, en fait, c'est pas vraiment une question de motivation, en fait. Peut-être que la question telle que je sais, c'est pas une question de motivation, ça a été à la fois une fascination, tu vois, pour la profondeur des transformations que les femmes vivent. Enfin, je pense que c'est ça, tu vois, c'est se dire, tu vois, moi, me dire, waouh, enfin, c'est hyper puissant comme travail. C'est exactement ça. C'est pas un élan, c'est quand il y a eu quelque chose, c'est la fascination, et c'est ce truc qui m'a fait waouh. Je suis toujours dans le waouh quand il y a. Et en fait, si élan il y a, c'est juste mon appétence. Je suis très curieuse, hein. Et donc quand il y a des choses qui sont proposées, je dis oh oui, c'est chouette. Et puis dès que ça touche l'humain, le corps, la physiologie, je suis toujours très enjouée avec quelques petites craintes, mais l'élan, ça serait plutôt ma curiosité. Et ensuite, c'est la fascination de ce que je découvre, et qui donne peut-être envie de découvrir plus. Mais c'est le côté un peu fascination de ce qui se passe, ouais, c'est ça. Yes, je trouve ça fascinant, tout ce qui se passe. Et donc, moi, j'ai commencé en faisant des massages yoni. Donc, il faut savoir qu'en France, c'est pas une activité qui est légale. Et c'est vrai qu'en France, il y a 3 spécialités qui ont le droit de toucher les femmes au niveau de leur zone intime, et notamment d'interne. Donc, il y a les kinésithérapeutes, il y a les sages-femmes et il y a les gynécologues. Et en fait, comme on échangeait ensemble, et je pense que ça fait partie d'une vraie problématique, en fait, qui existe pas seulement en France, mais de façon globale, c'est que en réalité, il y a un peu un espace de vide sur cette zone qui a vraiment besoin de soins, parce que les gynécologues vont faire un travail important, mais qui va pas apporter, enfin, tu vois, tout ce qui est vaginisme, dyspareunie, en réalité, le gynécologue va apporter très très peu de solutions. Et en fait, c'est des problématiques, donc tout ce qui va toucher aux tensions musculaires, aux difficultés que les femmes vont rencontrer au niveau des sensations, des ressentis, donc tout ce qui va causer des problèmes dans la sexualité par justement le trop de tension, l'absence de ressenti. Donc la gynécologie, c'est pas une spécialité qui est vraiment équipée pour. Ensuite, du coup, il reste kiné, sage-femme, et les formations de base, elles sont très 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 faibles, en fait. Et la plupart des personnes que je connais, donc de kiné ou de sage-femme, qui vont vraiment faire un travail de qualité au niveau de la zone périnéale, c'est des personnes qui vont être passionnées, et c'est des personnes qui sont allées, elles, chercher des connaissances par elles-mêmes, en fait. Et je trouve, du coup, ça crée un vide un peu dans notre système, parce qu'à la fois, il y a très peu de connaissances de base, donc ce qui laisse un peu l'espace pour les seules personnes intéressées vraiment à se spécialiser là-dedans. Et après, tu vois, il y a tout ce que je fais moi, qui apporte un complément. Donc moi, mon travail consiste vraiment à guider les femmes à être en connexion avec elles-mêmes, à être à l'écoute d'elles-mêmes, à développer la capacité à ressentir. Donc on ne traite pas du tout de problématiques médicales en aucune sorte, mais ça crée la connexion. Et en fait, là, ce dont il y aurait besoin, c'est vraiment d'une connexion entre les deux. Et en fait, aujourd'hui, le système tel qu'il existe, il permet pas ça, parce qu'à la fois, même les personnes qui vont aller chercher des connaissances comme toi, donc tu as fait la démarche par intérêt personnel d'aller compléter avec plein de choses, en fait, il n'y a pas l'espace. Donc, ce qu'on partageait aussi avant cet enregistrement, c'est que l'espace de soins tel qu'il est fait, donc le temps qui est proposé avec la rémunération qui est proposée pour les kinés, ne permet pas, en fait, de proposer un espace de soins qualitatifs avec la durée notamment, dont ce genre de soins aurait besoin. Qu'est-ce que tu aurais à dire sur ce sujet?
En fait, il y a plusieurs types de rééducation périnéale qui existent. Il faut savoir qu'il n'y en a pas une qui est mieux que les autres. Elles ont toutes des avantages et toutes des inconvénients. Et la chance quand on peut avoir dans sa boîte à outils plusieurs types de techniques, on va pouvoir les mixer ou utiliser telle ou telle technique par rapport aux patients qu'on a en face de nous. Très souvent, en fait, on va se former à une seule technique et on n'aura que celle-ci à apporter. Sauf si, évidemment, on est passionné et qu'on va chercher plein d'autres choses. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit aperçu Ouais. de ce dont tu parles, juste pour qu'on ait une idée? Alors, très souvent, alors il y a même plus beaucoup, mais grosso modo, on a les techniques qui sont utilisées par des sages-femmes qui s'appellent de la CMP. CMP, ça veut dire connaissance et maîtrise du périnée. C'est un peu pompeux comme terme, mais c'est tout à fait juste parce que c'est quelque chose qui va être extrêmement fin et on va utiliser de la visualisation, des images pour les directions. C'est plus facile d'imaginer, par exemple, un pont-levis qui va se lever pour générer un mouvement qui va partir du bas à l'horizontale vers le haut, comme un pont-levis qui se fermerait. Et donc, par cette visualisation de différentes images, on va solliciter telle ou telle musculature. Ça peut être la même musculature des portes d'ascenseur qui vont se fermer latéralement par rapport à quelque chose qui va se lever comme ceci. Et c'est le doigt du praticien ou de la praticienne qui va vérifier s'il y a une sollicitation musculaire de telle ou telle zone, telle ou telle partie. Donc ça marche plutôt pas trop mal parce que 80% de la population sont visuels, mais 20%, faut savoir, sont pas forcément visuels. Donc parler en image, ça parle à beaucoup de personnes, mais des fois non. Et cette technique est utilisée allongée, assise, accroupie et debout. Et il faudrait faire tous ces exercices pendant 20 minutes. Mais on ne le lie pas forcément aux gestes de la vie quotidienne. Mais c'est quelque chose qui est extrêmement... Enfin, on va faire des spirales, des choses comme ceci. Mais sous couvert de que la sage-femme ou le praticien dise oui, ça c'est bien, non, c'est pas bien. Donc finalement, le feedback, le retour sensitif, très souvent, les patientes qui ont fait ça avant de venir me voir me disent oui, il me disait ou elle me disait que c'était bien. Je dis mais vous sentiez quoi? Je sais pas. Et donc, quand il n'y a plus le praticien, la personne ne sait pas ce qu'elle fait. Ça, c'est un peu dommage. Puis certaines étaient plongées dedans et disaient oui, c'était facile pour moi. Mais des fois, la connexion ne se fait pas puisque le feedback, le retour, il est celui du praticien. Donc ça, c'est plus utilisé par sage-femme parce que tout simplement, cette technique a été créée par une sage-femme. Technique kiné, on utilise plutôt les sondes en électrostimulation et en biofeedback. Stimulation, ça veut dire que c'est un courant électrique qui va stimuler le muscle indépendamment de la volonté. C'est le sport élec qu'on va mettre à différents endroits du corps quand il y a besoin de remuscler. Ça marche bien, c'est le courant électrique qui fait faire de la gonflette au muscle. Mais dès qu'on arrête ça, le muscle ne se contracte pas de par la volonté puisque c'était l'appareil qui le faisait contracter. Et le biofeedback, c'était par le biais de la sonde une contraction volontaire qui, par le biais de capteurs, va être mis en image et on va pouvoir faire Mario Bros. Il y a la sonde EMI maintenant qui sont commercialisées et avec des applications sur le téléphone, on peut justement suivre ce qu'on fait. Ça, c'est plutôt très ludique et c'est plutôt le bon côté. Sauf que encore une fois, le feedback, il est visuel. Et on sent pas réellement ce qu'on fait. Et si on va contracter les fesses ou le ventre, même s'il y a certains capteurs qui disent attention, c'est le ventre, en fait, ça va quand même faire monter la courbe. Donc, c'est voilà, encore une fois, la sensation, elle n'est pas nous ce qu'on sent réellement. Et c'est ça qui m'a intéressée dans ton travail, c'est que finalement, le feedback, il faut que ça soit nous-mêmes finalement. Voilà. Ça, et puis bon, d'autres techniques, il y a le tonique qui existe, et puis les kinés, on va utiliser aussi de façon très très musculaire par le biais des doigts, et on va dire voilà, contractez 3 secondes, faites 10 contractions rapides, etc., etc. Voilà, du training du muscle périnée. Voilà, grosso modo. Et une dernière technique qui s'appelle de l'hypopressif, ça va être par le biais
d'une aspiration ventrale, par diaphragmatique qui va tracter la masse viscérale vers le haut et le périnée qui va se contracter par réflexe, et c'est un certain type de gymnastique. Hein, voilà. Et dernière chose, c'est la technique par laquelle j'ai commencé, qui s'appelle de Gasquet, et qui fait du périnée sans y toucher, et qui c'est vraiment elle où j'ai commencé à faire des choses aux femmes sans forcément mettre des doigts ou des sondes. Ce qui a été très confortable quand j'ai pu soigner des personnes qui étaient inconfortables, que ce soit des douleurs, des peurs, puisque je n'y touchais pas finalement. Voilà. Dans tout ce que tu as cité aujourd'hui, qu'est-ce que tu utilises le plus? Est-ce qu'il y a certaines techniques que tu utilises plus fréquemment? Est-ce qu'il y a des techniques que tu n'utilises pas du tout? Alors, j'utilise la sonde, j'utilise la visualisation, j'utilise la technique de Gasquet, mais essentiellement, voilà, ça va être. Alors, en de Gasquet, il faut savoir que lorsqu'on contracte le périnée, le puborectal, il va y avoir une conséquence directe qui va faire que le bas du ventre va se mobiliser, va se tendre. Et donc visuellement, ça se voit. Je peux te dire comment, de quelle façon, si c'est vite, si c'est rapide, si tu contractes ton périnée, juste si tu es habillé. Alors ça bluffe un peu les gens, ils disent mais comment est-ce que vous faites? C'est un peu magique. Pas du tout, c'est absolument pas magique. Et d'ailleurs ensuite, au bout de quelques séances, j'explique et ça se voit et on le sent surtout. Mais moi, mon intérêt, ça va être de générer, ok, je vous demande de faire ça, donc je suis capable de vous coacher parce que je vois ce que vous faites. Rassurez-vous, je n'ai pas besoin d'avoir 2 doigts dans votre vagin pour sentir, pour voir ce que vous faites, mais ça va être de développer leur retour sensitif à eux en fait. Donc c'est plutôt ça que j'utilise pour autonomiser leurs sensations. Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que c'est absolument essentiel de ramener les personnes vers leur propre souveraineté, en fait, la connexion avec leur propre corps et la confiance en fait dans leur propre ressenti. Donc en fait, on sort de cette relation de c'est l'expert qui va me dire, même si l'expert a sa place et l'expert va certainement apporter des connaissances et un regard qui va être important. Mais je pense que c'est extrêmement important et c'est ce que j'essaie toujours de faire dans mes accompagnements, c'est toujours guider les personnes vers leur propre ressenti, vers leur propre vérité de leur propre corps et moins positionner les choses à l'extérieur. Et je pense que ça fait partie des éléments les plus importants en fait, de revenir à soi, de revenir à la confiance qu'on a envers son propre corps et envers la perception de ses propres sensations en fait. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est ça qui m'a vraiment plu dans cette approche que tu proposes. Et à ce moment-là, enfin l'expert, le soignant que je suis, c'est un arrière-plan et c'est la personne qui va tout faire parce que c'est elle qui ressent en fait. Tout à fait. Mm. Comment est-ce que tu travailles avec les femmes qui viennent vers toi, qui font du vaginisme, de la dyspareunie? Parce que du coup, souvent, c'est des problématiques qui sont pas, bien sûr, juste physiques. Il y a souvent d'autres plans qui sont impliqués, donc soit quelque chose d'ordre traumatique, soit psycho-émotionnel, donc des choses, des couches qui sont là du musculaire en fait. Comment est-ce que tu abordes ces sujets-là? Exactement. Alors, c'est ça qui est un peu terrible parce que pour des personnes qui ont des douleurs à la dyspareunie, c'est une douleur avant, pendant ou après l'intromission. Ça peut être primaire, ça peut arriver dès le début de la vie sexuelle ou secondaire à un événement et qui peut même ne pas être défini. Ça peut être très circonstanciel. Par exemple, un spéculum peut ne pas me faire mal et en revanche le pénis de mon conjoint, oui. Ou voilà, ça peut être très varié. Et de la même façon pour le vaginisme. Le vaginisme, c'est un spasme involontaire du périnée qui va bloquer, fermer, rendre l'intromission complètement impossible avant même qu'il y ait de douleur ou quoi que ce soit. C'est vraiment une sensation de blocage. Et ça aussi, ça peut être, je peux mettre un tampon, mais je ne peux pas avoir un spéculum, quelque chose comme ça. Et donc, évidemment, toutes les techniques que j'ai décrites, que ce soit avec la sonde ou manuellement, là, on en voit la limite. C'est hors de question de proposer ça à ces personnes, puisque c'est ça qui les rend inconfortables. Et dans le médical, c'est quand même très problématique parce que on nous apprend justement à aller contre presque le ressenti de la personne, dire bah mais je n'ai que ça. Si vous n'acceptez pas que je travaille en stretching ou en étirement ou voilà, ça va pas se faire. Et c'est ça tout le problème. Et c'est ça que je trouve dommage. Et dès que on rassure en disant ok, je vais pas vous toucher, je vais rien mettre, on voit de suite qu'il y a même dans le bassin, même dans le visage, même dans le corps, une certaine tranquillité et
un relâchement dont on veut générer justement ça. Voilà. Mais par exemple, pour les gynécologues, tu parlais tout à l'heure, c'est l'examen est très problématique parce que elles ne peuvent pas faire l'examen gynécologique et voir l'utérus, les ovaires. Et donc là, on se retrouve dans deux impasses. La gynécologue qui peut dire de façon dramatique encore de nos jours, bah, si je peux pas vous examiner, on va pas aller bien loin, hein, je peux pas vous soigner, hein, donc bon bah faites un effort, serrez les dents, ou voilà. Et de notre côté, bon ben non, mais moi je veux pas aller contre votre consentement, il y a pas de souci, je vous touche pas, mais du coup je sais pas quoi faire. Voilà. Et ils se trouvent vraiment dans une impasse. C'est un peu embêtant pour eux. Voilà. Donc le travail, ça va être vraiment déjà d'expliquer ce qui se passe. C'est vraiment d'abord une éducation avant même de faire quoi que ce soit. Mmh. Est-ce que tu travailles du coup avec d'autres spécialités en commun? Donc peut-être plus un suivi psychologique, un suivi thérapeutique trauma, quelque chose qui travaille vraiment sur tout cet aspect-là? C'est toujours primordial que ça soit multidisciplinaire et que ça soit un suivi quel qu'il soit, psychologique, acupuncteur, EMDR, en fait, peu importe, hein, mais et c'est le patient qui va avec une certaine errance thérapeutique, trouver à un moment donné, dans la multitude des propositions qu'on peut avoir, quelque chose qui va lui être proposé. Donc oui, c'est quand même primordial pour qu'il y ait vraiment le plus de... Aide-moi. D'accompagnement par différentes approches. Est-ce que toi, tu recommandes des personnes spécifiques, des Je spécialités dirais de spécifiques? facettes, en fait. La lune reste Mmh. la lune, mais je vais l'aborder de différentes Mmh. prismes, de différents Ouais. points de vue, en fait. Ça serait ça pour pas uniquement focaliser sur un seul point de vue. Et quand les personnes viennent me voir et qui n'ont pas d'autres suivis, en fait, on va aller explorer les différentes facettes. Donc, on va aller sur du corporel, sur de l'éducation, sur de l'explication physiologique, sur de la détente, de l'auto-hypnose. Voilà, on va essayer de voir un petit peu plus globalement, en fait. Mmh. Et des personnes spécifiques, oui, mais en sachant que le praticien est toujours aussi bon soit-il, et la technique étant incroyable, comme par exemple du somatic experiencing, ou voilà, ça reste propre à chacun. Donc très souvent, en fait, je les laisse libres d'avoir ce côté un peu instinctif et d'aller vers ce qui eux les appelle, en fait. Est-ce qu'il Et peut t'arriver de recommander des personnes spécifiques ou pas du tout? oui, 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 mais D'accord. en laissant toujours un peu très, très large, en fait. Très, Mmh. ce qui est bon pour une personne n'est pas forcément bon pour une autre. Oui, et tout à fait, et ça dépend aussi du moment. Ce que tu me dis, ça me parle énormément parce que moi-même, j'ai pu expérimenter certains problèmes au niveau de mon périnée il y a quelques années. Et en fait, je pense que ça, c'est un des messages clés vraiment à passer à toutes les femmes qui vont avoir des problématiques, c'est que il y a pas une clé, en fait, qui va venir résoudre le problème. Ça n'existe pas, en fait. Et ça nécessite toujours une approche qui va être multiple. Donc moi, ce qui m'a aidé à ce moment-là, c'est euh, donc il y a pas que la problématique au niveau musculaire ou au niveau de les tensions, au niveau de la fermeture, c'est juste la conséquence en fait. C'est ça. Et donc du coup, moi, ce qui m'a aidé, c'est d'aller voir tout ce qui était autour. Donc à la fois ma relation, parce que je pense que ça c'est un des aspects clés aussi qui peut contribuer à la fermeture. Donc des choses qui ne sont pas nécessairement. Donc évidemment, quand il y a violence, forcément le corps va se fermer. Mais même dans une relation qui est aimante, mais c'est juste pas la bonne personne pour nous. Donc au niveau du mental, apparemment tout va bien. On est dans une relation aimante, mais c'est juste notre être sent que c'est pas la bonne personne, c'est pas la bonne relation, et en fait le corps peut se fermer même dans ces contextes-là. Donc je pense qu'il y a la relation à explorer, il y a à explorer tout notre passé, donc tout ce qui a pu se passer dans notre intimité. Donc moi en fait ça m'a invité quand j'ai eu ces problèmes-là à aller visiter tout mon passé de ma vie intime. Et en fait il y a des choses qui me semblaient ok en fait au moment où je les faisais, mais en fait quand je revisitais avec le regard que j'avais à cet instant-là, je me rendais compte en fait à quel point il y avait plein d'espaces qui n'étaient pas alignés en fait. Et je pense que c'est aussi important d'apporter de la conscience sur toutes les choses qu'on peut faire dans notre intimité qui, a priori, pourraient être faites d'un espace d'accord, donc en tout cas d'accord dans notre tête, mais qui ne sont pas en réalité respectueuses de notre corps.
Et je pense que cette démarche-là, ça nécessite aussi de construire cette relation avec le corps, de vraiment construire la capacité à écouter son corps. Et ça aussi, c'est des choses qui viennent avec la pratique. Donc aujourd'hui, par exemple, la conscience que j'ai de mon corps, ça n'a rien à voir avec la conscience que j'avais 20 ans. Et donc, évidemment, l'idée, c'est pas de s'auto-flageller en se disant j'aurais dû. Enfin, on fait toujours du mieux qu'on peut à l'instant T avec qui on est, avec les compétences qu'on a. Mais en tout cas, si on est à un moment donné de sa vie avec une capacité de peut-être plus de conscience, plus de présence à ce qui se passe, c'est aussi voir quels enseignements est-ce que je peux en tirer. Et je sais que dans mon cas, donc cette période où j'ai pu expérimenter ce genre de choses, donc ça m'a permis, comme je viens de dire, vraiment de visiter plein d'aspects et en fait d'en tirer des enseignements aussi. Donc aujourd'hui, comment est-ce que je m'écoute davantage? Et un autre aspect clé de cette période-là, ça a été aussi le fait d'aller consulter. Donc là, en l'occurrence, je suis allée voir une ostéopathe qui travaillait en trapèze-bien. Donc même si c'est pas autorisé de façon légale, ça existe. Et ça m'a énormément aidé. Et en fait, j'ai vu aussi la complémentarité donc entre moi ce que je fais, donc moi ce que je fais en termes d'auto-toucher, d'auto-massage. Donc c'est hyper complémentaire en fait avec un travail qui peut être fait plus par une approche kiné ostéo. Et le vrai message clé que j'ai retenu de toute cette phase de difficulté que j'ai pu traverser, c'est à quel point c'est multidimensionnel. Ça nécessite d'aller voir plein d'aspects de notre vie, de plein de spécialités différentes, et aussi donc à quel point aussi les approches plus médicales peuvent être vraiment complémentaires avec tout ce que moi je fais par ailleurs. C'est ça. Là, ça m'évoque quelque chose qu'on utilise en sexualité humaine, c'est on appelle ça les sources d'excitation sexuelle. Qu'est-ce que c'est que les sources d'excitation sexuelle? C'est tout simplement ce qui va générer une excitation sexuelle, à savoir une congestion pelvienne, le sang qui arrive dans le bassin et avec ces réactions corporelles qu'on peut sentir, qui sont extrêmement visibles chez une personne à pénis et qui va provoquer une érection, mais il en est de même chez des personnes qui ont une vulve. Alors c'est moins visible, mais pour la personne qui va être connectée à son ressenti, va sentir cette érection, cet engorgement et ce sang. Beaucoup de femmes sont déconnectées de ça, de cette sensation, alors qu'il se passe exactement la même chose. Et lorsqu'on va demander, alors de façon extrêmement binaire, j'adore faire des généralités, donc on y est en plein là, lorsqu'on va demander à un homme, on va dire hétéro cis, qu'est-ce qui l'excite sexuellement, il va être très à même de raconter les différentes choses, ou si par exemple chez sa compagne, il va dire ah oui, quand tu portes peut-être cette lingerie, ou quand tu fais ça avec tes cheveux, ou je ne sais. Et lorsque vous posez la question à la conjointe, qu'est-ce qui l'excite chez son conjoint, très 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 souvent, 99%, les femmes ne savent pas ce qui les excite. Donc, ne sont pas connectés à partir du moment où il y a cet engorgement, et qui peut arriver à plein de moments de la vie quotidienne. Et de deux, elles n'ont pas du tout idée de ce qui génère de l'excitation sexuelle. Au début d'une relation, effectivement, on a un désir qui est spontané, qui nous tombe dessus, et puis une fois passé un certain temps, c'est un peu plan-plan, et donc on ne peut pas entretenir ce désir parce que on ne sait pas ce qui va. C'est comme si manger, tout est fade et on ne sait pas ce qu'on aime finalement. Voilà. Et donc très souvent, de façon très binaire, la jeune femme hétéro-cis est éduquée pour savoir ce qui va faire plaisir à l'homme, mais pas du tout ce qui va lui faire plaisir, parce que elle n'en a pas eu cette auto expérience elle-même en fait. Voilà. Et c'est ça qui est important pour la reconnexion dans la partie féminine, qui manque cruellement. Et en ce sens, ça a pas l'air très médical, mais bien sûr que si, parce que si je suis à même de savoir ce qui me fait du bien, je vais le faire, et à ce moment-là, quand il va arriver quelque chose qui me fait du mal, je vais le sentir et je vais pouvoir aller dans ma limite et ne pas subir des choses qui ne me plaisent pas. Mais si je ne sais pas, en fait, je vais les subir et mon corps va réagir, mais pas forcément ma tête, parce que j'ai l'idée que c'est comme ça que ça se passe, en fait. Et c'est comme ça qu'on va voir qu'on arrive à des dyspareunies ou des vaginismes, par exemple. Ouais, mais le socle, c'est le même en fait. Donc là, tu parles vraiment de connaître son plaisir, mais le socle, c'est vraiment être à l'écoute
C'est ça. de ces sensations, avoir la capacité d'entendre, avoir la capacité à interpréter le message et avoir la capacité à dire en fait oui, non, donc oui à la fois savoir poser ses désirs, donc ça aussi ça demande un certain courage à un Oui, certain endroit et aussi savoir poser ses non, mais pour savoir poser, il faut déjà savoir ce qu'on ressent et je pense que c'est la problématique majeure pour énormément de femmes en fait, c'est ne pas être suffisamment connectées à leur corps. c'est ça. Et moi, je sais que j'en étais là, clairement. Donc, quand j'ai commencé tout ce cheminement-là il y a 10 ans, j'étais complètement déconnectée de mon corps, ce qui parfois à des endroits est bien commode parce que quand on n'est pas connecté à notre corps, bah, du coup, on peut aller bien, bien, bien au-delà des limites physiques. C'est Donc, ça. c'est comme ça que j'ai fini en burn-out et je pense que c'est comme ça aussi que beaucoup de personnes, en fait, vont au-delà de leurs limites physiques parce que quand on n'est pas connecté au corps, bah, on n'est pas connecté à la douleur, on n'est pas connecté au fait qu'on a dépassé ses limites. Et en fait, à partir du moment où on reconnecte au corps, il y a tout un tas de choses qui changent. Donc à la fois dans la vie, dans notre capacité à tolérer l'inconfort, la douleur, notre capacité à affirmer ce qu'on souhaite pas, notre capacité aussi à affirmer nos désirs. Et je pense que ça, c'est vraiment le socle commun, en fait. C'est ça. Et en fait, dans le médical, très souvent, ce que je me rends compte, c'est que on va pas forcément hem, faire émerger justement cette connexion du patient avec lui-même, mais c'est le praticien qui va connecter et pensant que ça va aller plus vite. C'est moi qui sais, c'est moi qui vais faire, et cetera. Et au départ, effectivement, quand j'ai commencé à switcher et à laisser le patient être maître ou souverain, ça, c'est ton terme, de lui-même, sincèrement, j'ai eu cette pensée de ouf, ça va prendre du temps, hein, mais bon, c'est pas grave, allez, on y va. Et en fait, pas du tout. C'est extrêmement plus rapide que si c'était le sachant qui amène dans une certaine voie et qui fait pas du tout. J'ai été extrêmement surprise de ça. Au départ, ça semble, même le patient lui-même dit, mais en fait, ça va prendre du temps là, non? Pas du tout. C'est beaucoup plus rapide. Qu'est-ce qui a changé donc entre le début où tu as vraiment commencé à travailler plus avec les femmes autour de toutes ces problématiques périnéales et aujourd'hui, en fait, donc le chemin nous enseigne forcément, donc la pratique nous enseigne. Qu'est-ce qui a le plus changé dans ton approche, dans ta façon de travailler, dans ce que tu as pu intégrer dans ta façon de guider la séance, en fait? Ah bah alors c'est ça, je vais te faire plaisir. Je pense que ouais, c'est ton terme, c'est les rendre souverains en fait. Alors c'est pas mon terme à moi, mais Ce serait quoi ton terme? je sais pas. Euh, Autonome peut-être? Leur donner le pouvoir. Enfin, pour moi, c'est vraiment redonner les clés les clés d'autonomie. En fait, ça, c'est vraiment la raison pour laquelle. Donc, comme j'ai dit, moi, j'ai commencé par des séances de massage yoni. Donc, c'est moi qui faisais en fait. Donc, certes, c'est une collaboration, c'est pas juste en sens unique, mais quand même, il y a une direction en fait. Donc, la personne reçoit et moi, je guide la séance. Et c'est des séances qui étaient très belles et très transformatrices. Mais la vraie limite que je voyais de ces séances-là, c'est que en fait, certes, la séance va avoir des effets, mais si la personne ne continue pas à appliquer ce qu'on a fait ensemble, si ça ne s'inscrit pas dans sa vie, en fait, dans tous les cas, l'effet va quand même être relativement limité. Et en fait, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé en fait à créer des cours. Et moi, ce qui m'a animée dans le fait de passer à ce format-là, c'est donner aux femmes les outils pour qu'elles-mêmes puissent le faire. Donc aujourd'hui, l'ensemble de mes formations sont construites sur ce modèle où je donne aux femmes les pratiques pour qu'elles fassent les choses, pour qu'elles découvrent des choses sur leur corps. Et en fait, la partie où je parle plus de choses théoriques, c'est juste une toute petite partie en réalité dans l'importance des choses. Et ce qui est le plus important, c'est toutes les pratiques, c'est toute la mise en application, c'est toutes les choses qu'elles découvrent sur leur propre corps en avançant. Et je pense que c'est ça euh, la vraie valeur en fait. C'est quand les femmes découvrent que c'est elles qui ont les clés de leur corps. Et moi, c'est vraiment l'une des choses qui me tient vraiment le plus à cœur. c'est totalement ça. Et je pense que c'est ça qui m'a énormément plu chez toi, dans ce que tu proposes. C'est très structuré et c'est très efficace de la façon dont tu le proposes. Et effectivement, c'est maintenant que tu le dis, c'est ça. Ce qui a changé, c'est que je ne suis plus thérapeute dépendant. Enfin, que les personnes ne sont plus thérapeutes dépendants. Et on le voit toujours, ils sont un peu effrayés en disant mais j'ai besoin de vous encore. Pas du tout, pas du tout. Et c'est ça, c'est vraiment de leur donner, de les mettre sur les rails, de les accompagner un tout petit peu, mais de les mettre sur leurs propres rails et avec quelques outils, euh, c'est eux qui font en fait. Ouais, et ça a été d'arrêter de croire que c'était moi qui soignais. En fait, je crois que c'est ça le le switch. Moi, je fais rien en fait.
Quand ils me disent ah mais si vous faites tout, non, je fais rien en fait. Je suis toujours fascinée. On parle de fascination tout à l'heure. Je suis fascinée à quel point les gens peuvent être leurs propres thérapeutes et ils s'en rendent pas compte. C'est ça qui est terrible. Je sais pas comment leur faire s'en rendre compte, mais c'est eux qui font tout. Et je suis fascinée de voir ça. Je suis fascinée de voir de quelle façon ils sont leurs propres thérapeutes. C'est ça qui me plaît beaucoup, je crois maintenant. Ouais. Ah oui, c'est ça. J'avais pas réalisé. Merci Rubina. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais, c'est pareil. Tout pareil. Un autre sujet que je voulais aborder avec toi, c'est le rôle de l'éducation. Donc, tu me disais avant qu'on lance l'enregistrement, c'est que tu fais pas de la rééducation, donc on parle souvent de la rééducation de périnée. Donc, tu fais de l'éducation, et c'est vrai que c'est probablement le cas pour la plupart des femmes parce que beaucoup de femmes viennent en rééducation périnéale après accouchement. Donc, c'est vraiment probablement l'événement de la vie d'une femme qui va amener les femmes souvent à s'intéresser aux problématiques, ou alors tout ce qui va être fuite urinaire, prolapsus, qui va dire ah tiens, il faudrait peut-être que je pose un peu d'attention à cette zone. Mais en réalité, les femmes ne reçoivent aucune éducation périnéale en réalité. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a des espaces aujourd'hui pour les femmes en dehors des cas que je viens de citer, qu'il y a une quelconque éducation périnéale en fait? Non, vraiment très peu. Alors après, tout est une question de mode aussi. Alors la personne qui va pratiquer du pilate va entendre le terme périnée. La personne qui va pratiquer du yoga, pour peu qu'elle fasse du yin yoga, va peut-être entendre parler du mula bandha ou de la peut-être même de la kundalini. Mais c'est vraiment, ça reste assez abstrait et qui n'est pas lié à de la physiologie de base en fait. Donc quand on recrée et quand on explique la physiologie de base du périnée, on voit bien que la plupart des femmes, après avoir eu une éducation très succincte, savent déjà faire pas mal de choses et vont bien en fait. Donc il n'y a pas besoin de faire de la rééducation. Très souvent, elles viennent après un accouchement en disant je veux remuscler mon périnée. Je dis il est démusclé par rapport à avant. Elle me dit je sais pas. Du coup, il faudrait à la limite faire un bilan avant d'être enceinte et après avoir accouché et éventuellement comparer pour voir s'il y a une différence. Mais souvent, parfois, il y a pas forcément de différence. Hein, c'est pas. Il y a vraiment des grands mythes comme ça qui existent et je pense que la plupart des femmes sont fixées sur après accouchement, il faut absolument se fixer sur le fait de muscler. Moi, je sais qu'à l'époque, je donnais justement des séances de massage uni, où il m'est arrivé de recevoir des femmes enceintes qui faisaient justement de l'éducation, de la rééducation périnale post-accouchement et en fait, c'était trop contracté. C'était à force de faire, c'était trop tendu. C'est trop. Il y a cette fausse croyance qu'il faut que ça soit très fort, très fermé. Il faut que ça soit vraiment. Alors je leur donne justement cet exemple avec la main. Je dis ok, serrez fort la main. Ouais, serre fort. Oui, c'est bien. C'est oui, j'ai de la force. Hein. Ok. Est-ce que ça c'est fonctionnel? Est-ce que quand je suis comme ça, je peux prendre ma tasse, je peux prendre un stylo. Ce qui est fonctionnel, c'est que justement d'utiliser la mobilité. Et en fonction de ce que j'ai dans les doigts, plus ou moins de force, mais essentiellement dans la journée, je n'ai pas besoin de cette force-là pour prendre un verre d'eau, prendre mon bébé, écrire, ça serait très problématique. Et si je suis comme ça, je ne peux pas avoir cette préhension, je ne peux pas avoir cette mobilité. Donc, ce qui est signe, souvent en fait, on cote un périnée comme tous les autres muscles de 0 à 5, 5 étant la force maximale. Donc certes, il me faut un minimum de force, mais très souvent, ce que j'ai besoin, c'est de la mobilité au bon moment et de la bonne façon, en fait. Et c'est d'accompagner ce qui se passe déjà physiologiquement dans le corps. Donc la première étape, c'est de déjà écouter. Tu le lis très bien, par exemple, avec la respiration diaphragmatique et ces deux diaphragmes fonctionnent en même temps, déjà naturellement, sans qu'on ait besoin d'y faire quoi que ce soit. C'est vraiment, on se prend encore une fois pour Dieu en voulant faire quelque chose de notre corps qui fait déjà très bien tout seul, en fait. Et c'est juste d'en être à l'écoute et éventuellement d'accompagner. Mais c'est une utopie que de vouloir faire ça, serrer fort et remuscler. Et je dis, mais ça va vous servir à quoi? Vous voulez décapsuler une bière? Je sais pas. Enfin, je comprends pas quelle est cette idée de force, de verrouillage. On parle du verrouillage, de bloquer. Il y a rien qui est bloqué dans le corps humain. Si c'est bloqué, on fait une occlusion intestinale, on fait un AVC, on fait une embolie pulmonaire, on fait le blocage musculaire. Ça existe, ça a un nom, ça s'appelle une tétanie, une crampe.
je sais pas si ça a l'air pas très confortable comme ça. On dit, en revanche, qu'on puisse s'amuser, qu'on puisse être libre. 80% de nos gestes sont des gestes qui sont pas volontaires. Hein. Et de vouloir tout le temps serrer son périnée de façon volontaire, mais la pauvre femme, super, déjà la charge mentale quand on vient d'accoucher, on en rajoute une bonne couche là. Hein. Ouais. Ouais. Je pense que ce serait partie d'éléments d'éducation essentiels de vraiment transmettre aux femmes qu'un périnée, donc non seulement en bonne santé, mais aussi un périnée qui participe à un plaisir maximal. Donc c'est justement ce que tu dis, c'est un périnée qui est vivant, c'est vraiment cette vie en fait qui est possible. Et je pense que l'élément clé de ça, c'est la conscience, tu vois, comme tu l'as dit. Ah ouais. Et c'est pour ça aussi, tu vois, dans ma façon de transmettre autour de ce sujet, la première chose et la plus importante, c'est la conscience. La conscience. Ensuite, moi, je transmets toutes les pratiques d'automassage parce que l'automassage permet vraiment de prendre conscience de ce qui est présent. Donc vraiment par le toucher, par les ressentis, voir aussi où ça en est en fait. Tu vois, c'est un peu faire le point de est-ce que ça réagit, est-ce que c'est vivant, est-ce que ça se contracte, est-ce que ça se contracte, comment sont les tissus. Et ensuite seulement en fait, dans l'ordre des choses, on va commencer éventuellement à venir activer les muscles en fait. Et pour moi, commencer à activer les muscles sans avoir même fait toutes ces démarches en avant, ça ne fait aucun sens. Et notamment toutes les pratiques œuvres de yoni par les personnes qui ne connaissent pas tout le sujet et donc du coup qui commencent à juste par ok on insère et on le porte toute la journée sans rien faire ou on va juste contracter sans même savoir si à la base peut-être que c'est déjà surcontracté. Donc il y a déjà une hypertonie au niveau du périnée, donc ça ne fait non seulement aucun sens, mais en plus ça peut créer des dégâts en fait. Exactement, c'est un peu la même chose sur les boules de geisha. Alors dans le monde kiné, on utilise plus les boules de geisha que les œufs de yoni, et c'est encore pire parce que il y a cette petite bille à l'intérieur qui vibre, et beaucoup de labos vendent ces boules-là en disant ça se fait tout seul de par la vibration, et vous n'avez rien à faire et surtout pas à conscientiser. Et c'est vraiment dommage, quoi. Et c'est un peu la thérapie ou l'objet qu'on te vend miracle. Mettez ça et ça se fait tout seul. Et Ça n'existe essentiellement, pas. ouais, voilà. Je sais pas comment on peut croire encore ça. Et beaucoup de femmes d'ailleurs viennent et me disent j'ai acheté des boules, mais je dis très bien, vous les avez essayées. Qu'est-ce que vous avez senti? Non, elles sont dans mon tiroir de la table de nuit depuis 1 an. D'accord. Mais elles sont très fières de dire qu'elles ont acheté, qu'elles ont voilà. Donc oui, c'est dommage, ce produit miracle qui fait tout seul, sans conscience, sans qu'on ait besoin de d'y faire quoi que ce soit. C'est encore très véhiculé comme proposition, et les gens croient, hein, en fait, hein, beaucoup. Hein. Donc pour toutes celles qui nous écoutent, malheureusement, il n'y a pas de produit miracle, il n'y a pas d'approche miracle. Il y a que des pratiques d'écoute de soi, des pratiques où on apporte de la conscience, des pratiques où on commence à s'écouter. Alors souvent, Oui. on veut pas ça. Enfin, les femmes disent oh là là, mais j'ai pas le temps, ou je suis trop fatiguée pour. Et à partir du moment où elles réalisent que c'est pas une question de temps, c'est Louis Sansa qui a écrit La Voix du sentir, qui est merveilleux, qui dit qu'il faudrait jamais donner 100% de notre attention à l'autre ou à l'extérieur. Il faut toujours en garder. Alors Louis, je crois qu'il dit 50%. Moi, je me dis déjà 20%, c'est pas mal. Et d'être, tu vois, avec toi, je te parle, mais je suis aussi dans le ressenti de mon corps. Là, j'ai un peu froid. Je vois que je tremble, je serre un peu mes épaules. Je le sens, et c'est ok, c'est pas grave. Je suis bien aussi, mais je vais pas donner totalement à l'autre sans en garder une petite partie attentionnelle pour moi-même, pour mon corps, pour mes besoins primaires, tout simplement. Voilà. Du coup, ça me connecte. Moi, je parle toujours de GPS interne. Donc pour moi, le fait d'être justement connecté avec nos ressentis, ça m'oriente. Donc tu vois, quand on a une discussion, il y a des choses qui se passent dans mon corps, des choses où ça répond. Et tu vois, de façon générale dans la vie, je trouve que c'est un GPS qui est ultra précieux parce que je rentre dans une pièce, mon corps réagit d'une certaine façon. Et je vois, en fait, ça me guide. Pareil dans la relation, pareil dans l'intimité. Donc, en fait, le fait d'être connecté au corps, le fait d'être connecté à son périnée, en temps réel, ça me guide sur l'interaction, en fait. Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est pas OK? Et je trouve que ça change fondamentalement le relationnel, la façon de relationner. Et tu vois, par rapport à la question du temps que tu disais, en fait, tu vois, ne serait-ce que là, tu vois, je peux être connectée avec mon périnée, je peux ressentir ce qui se passe, je peux amener de la conscience. Donc, en fait, c'est des choses qu'on peut faire à tout moment du quotidien. C'est Pas ça. juste le temps de pratique dédié.
Non, non, pas du tout. Et ensuite, quand on dit ça me demande beaucoup d'énergie, en fait, on va en gagner par rapport à ça, puisque on va troquer les réactions de notre corps par, grâce à cette écoute, des actions qui vont être beaucoup plus ciblées et dirigées vers notre bien-être et qui va être plutôt régénérateur et plutôt qu'on dépense d'énergie sans savoir pourquoi en fait. Donc non, c'est très précieux. Au contraire, on en gagne. Tout à fait d'accord. Pour en venir à cette question d'éducation, donc tu fais aussi de l'éducation à ton cabinet à travers les séances. Quels sont à ton sens, les éléments que chaque femme devrait connaître? Donc, qu'est-ce qu'on devrait apprendre à l'école? Qu'est-ce qu'on devrait apprendre à chaque femme et qui permettrait d'éviter tout un tas de problématiques, y compris médicales? Alors dans ma spécificité, ça serait un minimum de connaissances anatomiques et physiologiques au niveau du bassin, du petit bassin, comment se passe l'excrétion, ne serait-ce que de voir comment la physiologie de la vessie ou du système digestif. Euh, D'un point de vue musculaire, cette fabuleuse machine de muscles internes qui stabilise. Et en fait, il faut juste comprendre que c'est la société dans laquelle on vit et la temporalité qui fait que on l'utilise pas. On n'utilise pas ce mot périnée. Mais dans d'autres peuples, en Asie par exemple, quand on fait des pratiques d'art martial ou de kung-fu, des choses comme ça, on va utiliser cette musculature. Les gens qui vivent au sol, de la façon dont ils vont se relever du sol, utilisent cette musculature-là. Nous, du fait qu'on soit assis sur des canapés, ce ne sont pas les mêmes muscles qui se mettent en jeu. Donc, quand on fait une pratique, par exemple, de tai chi, de qigong, le qi, l'énergie vitale qui va être située dans le bassin, même si dans la pratique de ces sports en Asie, on n'utilise pas le mot périnée, mais il va se mettre en jeu de façon extrêmement efficace pour générer cette stabilité. Je parle souvent du petit bonhomme asiatique qui casse une brique. Bon, c'est une vraie brique qui casse, et en utilisant cette musculature profonde en fait. Donc c'est vraiment, et ça on aurait dû l'apprendre en cours de sport de la même façon qu'on nous apprend à utiliser nos quadriceps quand on fait une fente ou nos fessiers quand on fait des squats, des choses comme ça. Mais malheureusement, comme c'est une musculature qui est vraiment dans une zone où il y a des excréments, où il y a potentiellement une sexualité, où les profs de sport ne sont pas du tout à l'aise et ils se feraient mettre en procès par les parents si ils parlaient de périnée, les pauvres, je pense, hein. Alors qu'il y a toute une fonction qui est posturale, qui est sphinctérienne, au-delà de la sexualité. Voilà. Et ensuite, autre plan, ça serait de l'éducation à la sexualité. La première chose qu'on va apprendre, c'est encore une fois l'anatomie. J'ai une patiente de 20 ans qui, il y a pas très longtemps, pensait qu'elle urinait par le clitoris. Elle ne savait pas que l'urètre était Ouais. dans le... Voilà, il y a des choses comme La ça. plupart des femmes, quand elles sentent le col de l'utérus, elles se demandent ce que c'est. Donc, C'est qu'est-ce que c'est cette bosse au fond du vagin? Enfin, c'est qui ça. s'inquiètent parfois, tu vois, quand elles Oui. découvrent. Oui, oui, complètement. Actuellement, il n'y a pas si longtemps que ça, par exemple, une des questions phares qu'on pose pour un parcours PMA, des personnes qui ont des difficultés à procréer, on leur demande s'il y a une pénétration ou pas, parce que parfois, il y a des gens qui ne savent pas et qui disent si, mais on s'aime très fort, on essaye tous les soirs, mais les deux personnes restaient allongées côte à côte et ils pensaient que ça allait se faire comme ça, dans leur croyance et leur éducation, ils ne savaient absolument pas du tout comment, techniquement parlant, on était encore au stade du chou et des roses, presque. Et ça, c'est de nos jours, c'était il y a 2 ans. Voilà, donc Il y a du c'est chemin pour l'éducation, clairement. voilà. Et VS, on fait pas une sexualité comme on voit dans du porno non plus. C'est pas comme ça que physiologiquement ça se passe dans le corps. Voilà. Donc même si les gens qui disent oui, oui, mais je sais que ça se passe pas comme ça, c'est pas comme dans du porno, et je me dis bah ok, très bien. Et donc ça se passe comment? Ah ben je sais pas. Donc on n'a pas de référence, on n'a pas d'image, on n'a pas euh, sur lesquelles s'appuyer pour finalement à part justement notre GPS intérieur. Et si on l'écoute, ça se passerait très bien en fait, hein. Mais on est trop phagocyté par ce qu'on pense que pourrait être une sexualité. Mmh.
Yes, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que il y a pas, enfin, ça se construit aujourd'hui. Donc il y a des espaces où ça se construit, mais je pense que ça reste encore trop à la marge. Ça reste encore trop dans certains domaines. Et c'est vrai que moi, ça me semble une évidence. La plupart des cercles où j'évolue, c'est une évidence, mais c'est pas encore une évidence pour la totalité de l'humanité. Je pense qu'on est assez loin de ça. Et je pense que ça serait nécessaire d'avoir une vraie éducation à la sexualité, donc qui éduque à la fois à l'anatomie, au fonctionnement, à la physiologie, à tout ce qui se passe dans notre corps, et qui va au-delà de ça aussi, donc qui éduque aussi à qu'est-ce que c'est le consentement, qui éduque au plaisir, donc comment se passe le plaisir chez la femme, parce que c'est des choses qui ne sont pas apprises en fait, quelles sont, y compris en commençant par la base, donc quelles sont les structures anatomiques impliquées, Absolument. comment se passent les cycles d'excitation en fait, qu'est-ce qui doit se passer dans un corps féminin pour que l'excitation puisse se passer, puisse commencer à grandir, qu'est-ce qui est possible. Enfin là, après, on va pas aller toujours plus. Donc moi, c'est des choses que j'aborde aussi. C'est qu'est-ce qui peut aller au-delà de ça. Donc comment est-ce que je peux accéder à un plaisir qui peut être plus énergétique. Comment est-ce que, enfin tu vois là, on parle encore d'autres choses. Enfin déjà, il faudrait commencer par les bases. Mais tout ça en fait, tout ça est possible. Et je pense que l'éducation joue un grand rôle. Et c'est vrai que l'éducation, ça fait partie aussi de ce que moi je transmets dans les différents cours. Donc l'éducation fait partie des cours en fait. Et c'est dommage que la totalité de l'humanité n'ait pas accès à cette éducation de base en fait. C'est ça, et on reste encore sur le fait que on pense qu'une intromission dans une idée de va-et-vient va générer du plaisir chez la femme, et en fait, non, c'est vraiment les capteurs à l'intérieur du vagin, ce sont des capteurs à pression, mais pas du tout à frottement. Le frottement n'est pas du tout ressenti dans le vagin. C'est la raison pour laquelle beaucoup de femmes me disent: «Mais pour avoir du plaisir en pénétration, il faut que je me stimule clitoridiennement, enfin extérieurement, pour générer du plaisir.» Et donc en fait, c'est une utopie, c'est pas l'intromission, la pénétration qui leur fait plaisir à ce moment-là. Et comment est-ce que de par la compréhension de comment ça fonctionne à l'intérieur, quels sont ces capteurs, ces endroits, il n'y a pas qu'une zone, c'est pas que le point G. Alors souvent on utilise ce terme-là en sexualité, et on en oublie, il y a tout un tas d'autres zones, mais qui est très peu connues finalement, et c'est dommage, parce qu'il y a vraiment tout un univers de plaisir interne en fait. Voilà. Ouais. Et cet univers aussi s'éveille, donc ça fait partie aussi des grands sujets d'enseignement, c'est que je pense que c'est quelque chose qui est totalement ignoré par beaucoup de femmes, c'est qu'il y a le point de départ, mais après il y a aussi tout ce qu'on peut développer. Donc moi, c'est une capacité chez moi qui n'était pas innée, c'est pas quelque chose qui a toujours été présent, donc c'est quelque chose qui s'est développé par la pratique de la conscience, par la pratique de l'automassage. Et en fait, du coup, ce genre de pratiques simples peuvent transformer radicalement en fait notre façon de vivre la sexualité. Mais encore faut-il savoir ça. Donc moi, je sais que jusqu'à ce que ça vienne dans mon champ, c'est pas quelque chose dont je pouvais parler avec des amis ou dont je pouvais entendre parler dans des magazines. Donc c'est pas quelque chose qui était commun, en tout cas il y a 10 ans. Donc peut-être aujourd'hui, peut-être un peu plus, et encore, je sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a tout le potentiel de ce qui est possible, à condition de savoir que ça existe et à condition de mettre en place des pratiques en fait qui peuvent me permettre en fait de développer ce potentiel. C'est ça, effectivement. Et le jour où on m'a proposé un massage yoni, bon, toujours très curieuse, une fois je dis pourquoi pas, mais un peu craintive quand même, en disant qu'est-ce qui va se passer, quel est l'intérêt de la personne à me faire ça, voilà. Donc toujours beaucoup le mental. Ça, c'est quelque chose qui est très présent chez beaucoup de femmes aussi, le mental qui va prendre une grande part et qui va empêcher juste de ressentir. Et en fait, il a fallu que je me traduise vraiment ces différentes structures qui ont été éveillées, mais qui faisaient totalement sens d'un point de vue anatomique, d'un point de vue thérapeutique, d'un point de vue global, musculaire, et ça faisait sens. Et ça, on ne l'a jamais évoqué dans le médical. Et c'est dommage, parce que ça fait complètement sens dans ce massage yoni, en fait. On en revient du coup un peu à ce que je disais en début de cet échange ensemble, c'est comment est-ce qu'on peut lier les mondes en fait. Donc moi de mon côté, ce que j'essaie de faire, donc moi j'ai commencé par tout l'aspect tantra, donc sexualité énergétique, donc vraiment un aspect qui était beaucoup plus expansif. Et en fait au fur et à mesure, j'ai aussi, notamment avec le travail avec les femmes, en me rendant compte où en étaient les femmes, ce qui se passait, et puis moi-même aussi à travers mon propre parcours, différentes choses que j'ai pu vivre. Du coup j'ai intégré différents éléments
donc d'ordre trauma, d'ordre anatomique, d'ordre qu'est-ce qu'on fait avec les tensions, etc. Donc ça, il y a toute une palette en fait qui s'est créée dans mon travail. Et moi, mon intention, c'est toujours, ok, donc même si je peux parler d'énergie, de sexualité énergétique, centrique, etc., comment est-ce que je ramène ça vers des termes qui peuvent parler aux gens, parce que je pense que ça c'est important. Et moi-même, ayant une constitution plutôt rationnelle, donc moi j'ai besoin de comprendre, donc du coup j'essaie aussi de mettre aussi en rapport dans certains endroits, donc qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique, mais sur quoi s'appuie cette expérience en fait, donc qu'est-ce qui peut se passer au niveau du corps pour me permettre d'accéder à cette expérience-là. Et donc j'essaie en fait dans mon travail de lier les choses, de les rendre plus concrètes en fait, plus à la fois compréhensibles pour les personnes, mais aussi plus ancrées sur des faits en fait. Et en fait, mon souhait, ça serait vraiment aussi comment est-ce que les choses peuvent se rejoindre. Donc, tu vois, il y a des personnes comme toi, donc j'en connais d'autres. Donc, au cours des années, dans différentes formations, programmes, etc., j'ai eu différentes femmes qui étaient dans ce type de profession, donc soit kiné, soit sage-femme, qui soit thérapeute de différents types, et qui avaient aussi pour désir, en fait, d'intégrer les choses. Donc, tu vois, j'ai connu des kinés, des sages-femmes qui, par leur connaissance personnelle, par leur intérêt personnel, allaient chercher plein de choses et du coup les incorporaient. Mais du coup, ça reste encore toujours du domaine de la démarche personnelle. Si tout était possible, comment est-ce qu'on pourrait, à ton sens, Fanny, intégrer les choses? Tu vois, comment est-ce que ça pourrait se pluguer? Parce qu'en réalité, c'est ça qui serait le plus efficace. Et dernière chose, c'est que du coup, aujourd'hui, tu vois, dans le domaine de moi, ce que je fais, il existe tout un tas de trucs. Donc, il y a des choses qui sont très bien, mais aussi des choses un peu perchées, pas très efficaces, parfois dangereuses parce qu'on prend pas en compte les traumas, etc. Donc, en fait, ça permettrait aussi en quelque sorte, de réglementer, parce qu'aujourd'hui, il y a de tout et n'importe quoi qui existe, en vrai. Exactement, ouais. En fait, ça m'évoque quelque chose aussi parce que, alors tu parlais du tantra, donc c'est quand j'ai commencé à dire tiens, je vais aller me faire masser à mes collègues, mon collègue qui est en plus adorable, qui voilà, je vais aller me faire masser par quelqu'un qui va me proposer un massage tantrique. La première chose qui est dite, c'est ben c'est avec finition, ou c'est mais c'est sexuel, c'est il y a vraiment une espèce de connotation très négative qui dénigre, qui est un peu peut-être parce que on a peur ou parce que c'est assez terrible que ça soit même tout cet aspect un peu mystique ou un peu perché, voilà. Et moi, ce qui m'a plu, c'est d'aller chercher ça, de prendre des choses qui me semblaient vraiment dans la matière, de les lier, malgré le fait qu'il y ait toujours cette connotation qui soit totalement d'un autre côté que du médical, du pragmatique, du voilà. Et ça me fait penser que tu sais, cette personne là qui j'ai perdu le nom, qui est devenu chaman et qui a écrit un bouquin qui a fait beaucoup de bien justement à cette j'allais dire même cette profession de chamanisme, parce qu'il y a plein de choses actuellement qu'on n'explique pas de façon très rationnelle, et on commence avec les neurosciences à acter certaines choses qui sont de l'ordre un peu peut-être mystique, et parce que cette personne était reconnue, ou parce que moi je suis kiné médicale et que je dis que ça, oui, ça peut s'apparenter, j'ai une certaine valeur de parole, ce qui est un peu dommage, mais les personnes qui ne sont pas issues du médical ou d'une profession de vraiment de sachant qui est respectée, cette voix-là, elle va être difficilement entendable. Et ce qui est aussi qui fait du mal à ça, c'est qu'il y a beaucoup de dérives et beaucoup de personnes qui abusent de la croyance trop importante de personnes. Et c'est là où il faut vraiment, comme tu dis, réglementer quand même les choses. Voilà. Donc, ce serait quoi le monde idéal, tu vois? Si tout était possible, comment est-ce qu'on peut faire se rejoindre les mondes? Comment est-ce qu'on peut faire communiquer les mondes? Tu vois, comment est-ce qu'on peut pluguer les différentes approches, parce que je trouve qu'il y a vraiment de la valeur dans chacune Complètement. des approches, tu vois. Ça serait peut-être de créer au départ, je pense, un langage commun qui n'évoquerait pas tel ou tel monde pour les personnes, tu vois. J'ai toujours de mal à utiliser le terme yoni, même si pour moi j'ai aucun problème personnellement à l'utiliser, que je trouve que c'est un très beau terme, mais pour certaines personnes, le terme yoni a une connotation perlimpinpin.
Et le terme vulve ou sexe, pour certaines personnes, reste un peu trop froid et limitant, puisque la yoni est au-delà juste de la vulve. Voilà, peut-être pour moi, ça serait de générer au départ comme ça un langage qui rejoindrait les deux et qui n'évoquerait pas soit l'un ou soit l'autre monde, et que tout le monde puisse se reconnaître. Donc un langage peut-être un peu plus large. Mais tu utilises beaucoup, je trouve, de ce type de langage dans ce que tu proposes, et c'est ça qui me plaît bien aussi. Voilà. Et ensuite, d'avoir, c'est exactement ce que tu proposes en fait, c'est d'avoir un socle euh, très solide, très sécurisant dans l'explication anatomique, physiologique, dans y aller de façon extrêmement graduelle, et aller dans un degré de profondeur que la personne souhaite. Mais voilà, c'est de le construire de façon d'abord dans la matière, et ensuite on va là où on veut, quoi. Merci Fanny. Cette dernière question, c'est quoi ta vision pour ton travail? Donc aujourd'hui, tu es kinésithérapeute, sexologue. À quoi est-ce que tu as envie d'accompagner les femmes? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui fait que tu te lèves chaque matin et que tu as le désir de faire ce que tu fais en fait? C'est quoi ta vision? Et À ouais, quoi est-ce que tu veux contribuer en fait à ouais, travers je ton vois ce que tu travail? veux dire, bien sûr. Ça, c'est une question extrêmement difficile pour moi. C'est un peu fermé encore là. Je suis encore dans l'instant. Oh, déjà, je me satisfais beaucoup de ce que j'ai aujourd'hui, et je suis encore waouh dans ce que je vis, dans ce que j'accompagne. Et eh bien, je me laisserai surprendre justement par ce que ça va devenir. Je sais pas encore. Continuer effectivement de transmettre. J'aime beaucoup la transmission. Accompagner toujours à plus grande échelle, je sais pas. J'aime beaucoup l'individuel. J'aime beaucoup. Je sais pas. On refera une interview dans 3 ans et on verra ce que ça va donner. Je serais curieuse de savoir du coup comment tu vas intégrer aussi toutes les choses de la formation dans les accompagnements courts. Donc En tout cas, c'est je toujours sais que ça se transforme là, ça c'est sûr. Au début il y a quelques temps, déjà, je te donnais l'image de la chenille qui est dans son cocon, et c'est un espèce de gloubi-boulga, voilà. Et là, par rapport à quand j'avais cette image là de l'instant T, je sens que on est dans la dernière partie du cocon, tu vois. Donc on verra quel papillon en sortira. Mais en tout cas, oui, ça se transforme, ça chemine. Et ma foi, j'ai peur qu'en fait d'avoir une vision, ça me limite, hein, ou ça m'empêche de qu'il se passe quelque chose de ce qui doit se passer. Je sais pas. Peut-être que c'est ça ma crainte, et que je ne veux pas, ou je n'ai pas cette vision-là. Mmh. Je peux me laisser Je pense que, enfin, en surprendre. tout cas, je peux te partager ma vision. En fait, moi, il y a des choses vraiment fondamentales qui animent mon être, et je pense que l'une des valeurs fondamentales dans ma vie, c'est la liberté, tu vois. Ah oui, C'est alors comment ça. est-ce qu'on peut être libre. Donc moi, c'est un truc enfin, tous les espaces où je sens qu'il y a un manque de liberté ou qui restreignent notre liberté, moi, c'est des choses tu vois, qui me il y a ma rebelle intérieure qui se réveille, tu vois. Et pour moi, la liberté, enfin, il y a plein de façons de voir la liberté, mais avant tout, c'est la liberté intérieure qui est importante pour moi. Donc, tu vois, tous nos conditionnements, toutes nos blessures nous font agir d'une certaine façon. Ça, c'est une forme qui restreint notre liberté. Toutes les limitations que je me pose par tout ce que je ne vais pas oser faire, par tout ce que je ne vais pas exprimer de qui je suis, de ce que je pourrais exprimer. En fait, c'est vraiment plus savoir avec je peux créer tout un tas de choses dans la vie. Je peux créer même non seulement ma vie, mais aussi comment est-ce que je contribue. Donc ça aussi, c'est une forme de création. Et il y a aussi souvent tout un tas de limitations intérieures qui vont qui vont empêcher la plupart des personnes en fait à vraiment entrer en fait dans cette expression-là. Et donc ça aussi, pour moi, ça limite ma liberté. Donc il y a vraiment tout ce qui est en lien avec la liberté intérieure. Et après, il y a aussi tout ce qui de l'extérieur vient limiter ma liberté intérieure. Donc bien évidemment, pour moi, le travail prioritaire, ça reste toujours la liberté intérieure. Mais c'est aussi comment est-ce que à travers tout ce processus-là, je me libère aussi de tous les paramètres extérieurs qui me limitent. Donc aujourd'hui, dans ma vie, je me sens beaucoup plus libre que je l'étais il y a 10 ans. Donc à la fois par toutes les choses intérieures que j'ai pu ouvrir, qui me permettent aussi de m'exprimer aujourd'hui beaucoup plus librement, mais à la fois, je me suis aussi libérée de toutes les structures qui me
m'encastraient en fait. Donc notamment par la liberté que j'ai au niveau géographique, la liberté que j'ai de ne pas être attachée quelque part à un régime particulier, je veux dire un pays particulier. C'est aussi des égrégores en fait qui nous tiennent. Et voilà. Donc moi c'est ça qui m'anime. Et en fait c'est ça aussi qui anime mon travail. Donc tu vois c'est pas juste moi ce qui m'anime, c'est pas nécessairement que les femmes aient plus de plaisir, plus d'orgasme. C'est important, mais pour moi c'est pas ça la clé de ma vie, tu vois. Pour moi le travail que je fais mène les femmes à être plus libres en fait, y compris dans leur expression intime, y compris dans leur sexualité, mais au-delà de ça en fait. Donc souveraine, créatrice, libre, c'est vraiment les trois notions qui sont clés. Donc moi c'est ça qui me motive en fait. C'est pas juste la sexualité pour la sexualité pour plus de plaisir ou plus d'orgasme. Mais en fait, maintenant que tu le dis, c'est ça. C'est depuis que j'ai commencé avec toi et ça a commencé avant la formation alchimie. C'est qu'effectivement, la liberté, c'est un concept, mais juste indispensable, primordial. C'est très 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 important pour moi. Et depuis, je me sens de plus en plus libre. Et je crois que c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux personnes que j'accompagne, c'est de leur donner leur liberté beaucoup plus que de les rendre thérapeutes dépendants justement. C'est plutôt ça, ouais. Et je vois bien qu'il y a des choses qui se changent chez moi personnellement, chez moi dans la liberté que j'ai de travailler comme j'ai envie de travailler et la liberté pas que je donne, mais qui émerge dans les séances. C'est exactement ça en fait. Et si on est libre, en fait, on peut orgasmer comme on a envie, ou pas si on n'en a pas envie. On a le droit de pas avoir envie de ça. Mais de ce fait, c'est un choix et c'est un choix. Liberté de choisir. Ouais. Et on n'a pas cette injonction à une sexualité multi-orgasmique. Voilà. Non. La liberté, c'est le choix en fait. Voilà, c'est ça. Ouais, tout à fait. Yes. C'est une très belle façon de conclure cette conversation. Merci beaucoup Fanny, ça a été un plaisir d'échanger avec toi. C'est aussi un plaisir de t'avoir dans la formation par tous les apports que tu peux alors j'allais dire apporter, mais du coup c'est apport apporté. Donc c'est toujours très pertinent ce que tu peux partager et c'est toujours un plaisir c'est un ping-pong. J'aime beaucoup ça. C'est ce qui émerge aussi dans les séances ou dans la formation, cette liberté que tu as et que tu donnes. Et je suis absolument ravie de ça. Merci. Merci à toi, Rubina, de tout ce que tu apportes. Merci Fanny.